gouvernement congolais a pris des mesures urgentes pour lutter contre la vie chère à travers les pays. Info Plus analyse cette question avec des invités qui sont déjà avec moi sur ce plateau, des habitués de cette émission, dont Jean-Jacques Kabamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Francine, bonjour Arsène Kabandani, bonjour Lucky Toko, bonjour Fidèle. Merci à vous. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Fidèle Bouironde, j'aime bien prononcer ces noms. Ça fait tellement longtemps que vous étiez absent de Info Plus. Est-ce que tout va très bien? Ah oui, très bien, Dieu le veut. Nous sommes en vie et les nôtres aussi. Nous sommes heureux de retrouver l'équipe de l'émission qui nous rassemble aujourd'hui à nouveau et je vous salue tous. Nous sommes également heureuses de vous recevoir dans Info Plus. Arsène Kabandani, c'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé, Francine. J'ai dit également bonjour à tout le monde ici sur le plateau et je suis très flatté de la présence de Fidèle Burundais. Seulement lui. Merci bien. Ouais, les autres, ce sont les habitués. C'est aussi un habitué d'Info Plus. Oui, mais ça faisait très longtemps. Oui, ça faisait longtemps et c'est une joie de le revoir. Merci. Voilà. Luc Kitoko Binamet, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci Francine, exactement. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent et on est là bien présents. Merci Luc. Alors je prends directement Fidèle Burundais. Fidèle, aujourd'hui, la République démocratique du Congo ou à la frontière des Kasumbalesa, les trafics a repris entre la RDC et la Zambie après la fermeture les samedis sur décision de la Zambie. C'était après que la République démocratique du Congo ait pris des mesures interdisant l'importation de certains produits, dont la chaux, les ciments, les bières ainsi que les boissons gazeuses. Un mot par rapport à la rouverture des frontières aujourd'hui? Je pense que c'est un coup de soulagement pour la population qui vit de ces mouvements entre la RDC et la Zambie via les frontières qui ont été ouvertes ou réouvertes. Et c'est aussi l'expression de la souffrance de ces peuples qui, de quel peuple? Les Congolais, voilà. Qui, vous l'avez remarqué, n'a pas tardé à manifester sa déception de voir la RDC s'éranger dans le sens qui défavorise chaque citoyen qui dépend des mouvements au niveau frontalier entre la RDC et la Zambie. Aussi est-il que... Et comment vous analysez la mesure prise par les ministres de l'économie? Au départ, si on part de la décision de départ qui interdisait cette série d'importations qui a été suspendue, il faut avouer que pour moi, c'était pas... J'ai envie de dire, c'était de la témérité. Kinshasa n'a pas, et comme d'habitude d'ailleurs, Kinshasa pense rarement aux vrais besoins et aux vrais Congolais. Le vrai Congolais, c'est le petit citoyen que je suis, c'est la petite citoyenne qui est perdue dans les fonds de la RDC où aucun ministre ne passe, où aucun gouverneur ne passe. Mais un citoyen qui doit vivre de ses propres mouvements de tous les jours. Quand il ne sort pas, il ne mange pas. Or, certains de ces citoyens les plus petits du peuple sont dépendants des mouvements frontaliers. Dès lors que c'est bloqué, ils ne sont plus à mesure de vivre comme ils vivaient avant. C'est des pleurs. Du coup, vous l'avez remarqué, il y a eu des manifestations rapidement au niveau de Kasumbalesa et ailleurs, notamment les transporteurs à vélo qui dépendent de ces mouvements-là. Sans exportation de la Zambie vers la RDC, sans importation de la RDC, il n'y a pas de vie pour ces gens-là. Malheureusement, Kinshasa ne pense pas à ces gens. Kinshasa pense, j'ai envie de dire, aux grosses boîtes qui représentent les entreprises. Et selon vous, il y a une raison que Ils Kinshasa ne pense pas au petit peuple? Leur raison, ils ne les admettront jamais. J'ai envie de dire que nous n'existons pour nos dirigeants que lorsqu'il s'agit de les pousser au pouvoir, ça veut dire pour les voter. À part ça, enfin, voter pour eux. À part ça, nous n'existons pas en réalité. Vous savez que tout politicien congolais qui aspire à un poste quelconque, dépendant des élections, est prêt à arriver n'importe où en RDC pour réclamer nos voix. Mais une fois voté, ceux pour qui il pouvait marcher dans l'eau, ceux pour qui il pouvait dormir dehors pour qu'on vote pour lui, ces gens-là cessent d'exister dès le moment qu'il est voté. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, lorsque Julien Paluku, son excellence, je mets des guillemets, lorsqu'il décide d'arrêter ces importations de la RDC, il les remplace par quoi? C'est quoi l'alternative? Parce que la plupart des boissons importées ne sont pas produites chez nous. Je ne vais pas citer les noms, mais certaines boissons produites par une brasserie de la place pouvaient plus ou moins, être interdites, qu'on dit, ça on a sur place. Mais le reste des boissons qu'on ne produit pas et autres aliments qui viennent de là et dont on a été rapidement privé par la Zambie en réaction, de manière fâchée, en réaction à la position de Kinshasa, cela montre quelque part que Kinshasa ne réfléchit pas profondément sur les conséquences de ces décisions. Merci, merci Fidèle.
Jean-Jacques Kinshasa ne réfléchit pas sur la prise de ses décisions. Vous partagez cet avis? Non, lorsque Julien Paluku, ministre national des Commerces extérieurs, avait pris la décision d'interdire l'importation de boissons juteuses, je me dis, Julien Paluku rêve-t-il ou bien il a été piqué par une mauvaise mouche? Il a raison, quelque part. Non. Avant de prendre une décision quelconque, nous sommes dans l'Union africaine et nous vivons des accords, les pays frontaliers. La Zambie étant un pays frontalier, étant un pays ami à la RDC, avant de prendre une décision, Julien Paluku devait appeler son homologue zambien du commerce extérieur. Il lui appelle, il dit voilà, nous voyons qu'il y a l'exagération de jus dans notre pays. Tel jus, n'entreront plus. Parce qu'en RDC, il y en a. Est-ce Julien l'avait fait? Non. Julien Paluku devait aussi construire son homologue de l'industrie. Est-ce que chez nous, en RDC à Lumbashi, dans le Haut-Katanga, est-ce que les usines, les industries ont-elles produit tel jus ou tel jus? Jean-Jacques, vous pensez qu'il a pris cette décision comme ça par hasard? C'était une décision hébétée. C'était une décision hébétée et une décision prise rapidement. Alors, par rapport à la réouverture des frontières, quel est votre mot? Moi, je crois que c'est une bonne chose. La leçon a été donnée. Elle a décidé d'en tirer les conséquences pour que demain, pareille décision ne puisse pas se répéter. Et sinon, ça sera pire que ce que nous avons vécu il y a quelques jours. Alors, à qui la faute quand on prend des mesures en RDC et la décision de fermer là où les frontières viennent de la Zambie, à qui la faute? À la RDC ou à la Zambie? Non, c'est la faute à nous. C'est la faute à nos dirigeants. C'est la faute à nos dirigeants. Nous devons avoir des dirigeants technocrates qui maîtrisent bien leur domaine. Parce qu'avant d'agir, il faut poser la question à ses conseillers. Il faut poser ces questions aux différents directeurs qui sont dans chaque province, aux différents chefs de division. Parce que chaque chef de division a un certain quelconque. Si vous prenez une décision parce que vous êtes ministre national, croyant pour faire la une, croyant pour faire, on vous montre que Julien Paluku est là, en tout cas là, c'était une honte, c'était ridicule. Merci. Si moi j'étais député national, c'était l'occasion. Heureusement que l'honorable Tchizoaka avait tenu le taureau par les cornes. Et il avait dénoncé. Il dit après cette décision, nos compatriotes vont souffrir, nos compatriotes vont mourir. Il y aura les vols qui vont se multiplier. Il l'avait dit. Et aujourd'hui, on lui donne raison. Arsène Kabandani, c'était pas opportun de prendre des mesures interdisant l'importation de certains produits par les ministres de l'économie? Voilà, pour moi, j'ai envie de dire que nous avons besoin d'une chose et de son contraire. Est-ce que le Congo est prêt? La République démocratique du Congo est prête pour qu'on arrive à prendre ce genre de mesures? Voilà. Je disais qu'on a besoin d'une chose et son contraire en même temps. Parce que pour le développement de ce pays, on a quand même besoin de cette indépendance. On a besoin de cette indépendance, on a besoin de fabriquer nous-mêmes et consommer. Ça, c'est une très bonne chose. Mais moi, je ne pense pas que c'était opportun de pouvoir lancer déjà cette opération pendant qu'on n'a pas encore mis toutes les batteries en marche pour l'autosuffisance, pour qu'on arrive à nous autosuffire. Et c'est quoi ces batteries qu'on devait mettre en marche pour nous autosuffire? Moi, je pense, je pense qu'il fallait commencer par mettre en place les industries qui devraient maintenant commencer à produire. Aujourd'hui? Oui, on devrait les avoir. Est-ce possible? C'est possible, c'est possible. Oui, il fallait accorder un peu de temps encore. Non, il fallait commencer par mettre en place d'abord ces industries. Les industries, vous les avez. Les industries sont là, sauf qu'elles n'ont pas été subventionnées. Parce que hier, nous avions la Mekako, nous avions les Ouri. Non, le problème, Jean-Jacques, le problème c'est lequel? Le problème c'est lequel? Les entreprises sont là, comme tu le penses, ou comme tu le dis. Les entreprises sont là. Est-ce qu'elles sont à même de produire et nous faire oublier la Zambie? C'est ça aussi, c'est une autre question. Parce que hier, on ne mangeait pas la Zambie. C'était hier qu'on le problème aujourd'hui, Jean-Jacques, c'est de savoir comment on peut relever maintenant notre économie. Ce n'est pas directement commencer par interdire cette importation
qui donne la solution. C'est pas ça la solution. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique jusqu'à ce jour que nous dépendions toujours de la Zambie? Bon, là, je ne vais pas par le dos de la cuillère. C'est par la lâcheté de notre État. Nous avons un État qui est un peu lâche, qui ne prend pas les choses au sérieux. L'État seul, mais nous également la population. Nous sommes des naïfs, nous sommes des victimes. La population est encore victime par rapport à ces grandes décisions. Ça, ce sont des grandes décisions à prendre. La population, jusque-là, n'est pas encore en jeu. Ici, c'est l'État. Ici, ce sont les gouvernants. Ici, c'est le pater qui doit s'assumer. Alors, Arsène, tu disais tout à l'heure, c'est comme si nous cherchions quelque chose et son contraire. Voilà, quelque chose et son contraire. C'est-à-dire, on a besoin de ce développement, on a besoin de cette indépendance. Mais moi, je pense que aujourd'hui, quand on doit fermer, c'est un peu trop tôt. Quand on doit interdire l'importation, c'est un peu trop tôt. On devait aller progressivement. Parce que si on doit aujourd'hui vouloir interdire cette importation, on aura encore un problème ici. On aura un problème, puisqu'il y a des gens qui ont commencé, là je vais rejoindre peut-être Fidèle, il y a des gens qui ont commencé à vivre de ce travail-là, de ces transactions-là. Il y a des gens qui vivent de ça. Il faut aller à Kasumbalé, ça pour s'en rendre compte. Tout à fait. Il faut aller pour voir. Il y a des gens qui ont pris des initiatives. Moi, une fois j'ai été là-bas, je me suis dit, mais les gens ont vraiment accru le niveau d'intelligence pour pouvoir amener des vélos à devenir des gros engins. Des vélos made in DRC. Voilà. Qui sont devenus des engins qui transportent vraiment. Et ils vivent de ça. Et regardez. Ils transportent des tonnes de marchandises. Des tonnes de marchandises. Et ils vivent de ça. Et quand vous voulez interdire cette importation, regardez ces gens-là, comment ils doivent vivre. Merci Arsène. Voilà, merci Arsène. Luc Kitoko, un mot par rapport à la rouverture des frontières. Déjà à 6 heures de ce mardi 13 août 2024, les trafics devraient reprendre entre la République démocratique et la Zambie après la fermeture qui était intervenue les samedis 10 août dernier. Un mot par rapport à la rouverture. C'est intervenu juste après l'échange entre Julien Paluku et son homologue zambien lundi, parce qu'il y a eu des plaintes qui s'en sont suivies de la part des Zambiens, mais aussi de la part des Congolais. Et donc ce mardi, tout a repris. Pour moi, j'ai salué la mesure de rouvrir, parce que ça va permettre à ce que la vie puisse reprendre son cours. Mais déjà, dès en amont, j'ai tenu à encourager la décision du ministre Julien Paluku Kaongia, parce que tout simplement il a pensé à développer la République démocratique du Congo. Aujourd'hui son rôle, ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tôt. On peut y aller comme Arsène a dit, aller progressivement. Mais autant qu'on ne fait rien en intérieur chez nous, même si on y va progressivement, on va toujours, on sera toujours bloqué. Si ici chez nous on ne fait rien, même si on fait une fermeture progressive, on sera toujours buté au même problème. J'ai salué la décision de Julien Paluku. Là, c'est pour commencer, parce qu'il a pensé au développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre économie est en train de dégringoler, tout simplement parce que nous avons une économie extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Nous ne pouvons pas produire ici localement pour vendre à l'extérieur, ce qui fait que même la devise que nous avons ici, autant qu'elle va à l'extérieur, ici, chez nous, notre monnaie est en train de périr. Ce qui fait en sorte que nous constatons la hausse d'abord des choses en termes de commerce, même des petites choses sur les petits marchés. Et donc, l'économie ou même les sociales de la population RD congolaise est délicate. C'est à cause du fait que notre économie est extravertie. Et Julien Paluku Kaongia a pensé à ce que nous puissions nous refermer tout d'abord, nous suffire de ce que nous produisons ici en République démocratique du Congo, produire en grande quantité pour notre consommation tout d'abord. Non, je parle d'abord de ce qu'il a pensé lui. Que nous puissions nous autosuffire dans la consommation, et puisqu'il y aura des surplus, que nous puissions sortir ça vers l'extérieur afin de stabiliser le social ou même la vie de la population congolaise. Là, c'est dans sa pensée. Et les seuls moyens de le faire, c'est de bloquer les frontières. Là, c'est une idée à saluer tout simplement.
Mais maintenant, sur le terrain, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, moi je pense que l'idée, elle est bonne, comme je l'ai salué tout à l'heure, mais c'était placé, voilà, la charrue avant les bœufs, tout simplement parce que si on regarde aujourd'hui en République démocratique du Congo, on prend les développements agroalimentaires, comme l'a dit le président de la République, ou même lui-même, est-ce qu'en RDC, on manque des champs pour cultiver et produire la nourriture assez sur le pays? Sur ces points, c'est un problème d'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la production, elle est là, mais c'est juste l'acheminement vers les grands centres de consommation qui pose problème. Je prends l'exemple de... Vous partez par exemple vers Lubumbashi, Likasi, pour aller vers Kamina ou Mbujimai. Prenez l'état actuel de cette route, je pense la nationale numéro 1. Vous allez vous rendre compte que pour quitter Kamina vers Likasi, vous allez prendre même une semaine si c'est voie terrestre comme ça. Et vous allez vous trouver avec des gens qui produisent autant de maïs, autant d'huile de palme, mais qui pourrissent en cours de route. Et il y en a d'autres qui perdent leurs marchandises tout simplement. Ce qu'il y a aujourd'hui dans les grands centres de Lubumbashi, si vous voulez l'acheminer là-bas, vous allez vous rendre compte que ce qui coûte ici 500 francs, là-bas c'est 1200, 1300. Simplement parce qu'il n'y a pas cette facilité-là des communications. Mais s'il y a une facilité, dans les environs de la ville de Lubumbashi, il y a des villages qui produisent autant de choses, mais comment acheminer ça vers les centres de consommation? On se rend compte que c'est ça les grands problèmes. Il n'y a pas que l'industrie, il n'y a pas que voilà tout ce qu'on peut dire au-delà de tout, mais le problème d'abord c'est l'infrastructure. Si on se base à arranger l'infrastructure, l'idée des Kaongi à Paluku, Julien sera en tout cas satisfaite. Si on se base également sur voilà, la maîtrise de l'industrie, parce qu'il n'a pas fallu qu'il puisse aller tout de suite fermer les frontières, mais parler tout d'abord avec le ministre de l'Industrie, parce qu'il n'est pas seul à diriger ces secteurs-là, demander l'avis du ministre de l'Industrie, savoir où est-ce qu'il en est avec le projet de réanimation des entreprises. Parce qu'aujourd'hui en RDC, il y a autant d'entreprises de fabrication, mais qui sont tout simplement sans en train de produire. Apparemment, votre point de vue n'est pas partagé par Jean-Jacques. Je vois que Julien Paluku a tort. Sur quel plan? Julien Paluku vient avant d'être au commerce de cette décision-là. Parce que lui, c'est lui qui vient à l'industrie. C'est lui qui est au ministre de l'Industrie. Il n'est plus ministre de l'Industrie. Il a été là. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il va nous dire combien d'industries a-t-il Qu'est-ce qu'il a laissé au fait à la RDC, de production industrielle, avant de prendre ces décisions. Regardez, aujourd'hui, nous avons la position du Mais là, il prend en tant que ministre du Commerce extérieur. Regardez, le ciment. Francine, je reviens à vous. Oui, allez-y. Le ciment, on dépendait totalement de la Zambie. Lorsqu'il y a eu production en RDC, on n'a pas interdit aux Congolais d'aller en Zambie. Eux-mêmes, ils sont tournés vers Likasi, vers Kolwezi. Donc, lorsqu'il y a l'époque de qui, comme ministre de l'Industrie, lorsqu'il y a surproduction de produits dans notre pays, les Congolais n'iront pas en Zambie. Et même si essaieront d'aller en Zambie, donc il n'y aura pas de mesures prises. La Zambie comprendra qu'elle a des produits et ils vont c'est exactement ce que j'ai dit. Alors Jean-Jacques, selon vous, selon lui Kitoko, la production locale est là. C'est juste un problème de route qui pousse les Congolais à aller vers la Zambie. Est-ce que vous êtes du même avis? Les problèmes de route n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les pots de Mobutu. Mais vous partagez les points de vue de Luc? Oui, lorsqu'on va... Vous voyez, moi je suis journaliste rural. Je connais bien les milieux ruraux. Dans les villages, il y a la production. Mais il n'y a pas possibilité de faire dans ces villages-là. Lorsqu'il y aura les routes de ces écoles qui seront bien faites, bien entretenues, je sais que la RDC sera indépendante et les pays frontaliers nous respecteront. Merci, les pays frontaliers nous respecteront. Fidèle, vous êtes du même avis? Pas totalement. Je ne pense pas que nous puissions justifier... C'est un problème de route. Non, pas que. Pas que. Puisque, exemple, je connais plus ou moins comme mon confrère l'intérieur, notamment du Grand Katanga. Oui, il y a des coins comme Kachobwe, Moba, Pueto, Kasenga, Mitwaba qui produisent, effectivement. Kamina aussi. Oui, vous prenez Kamina, vous prenez Kitenge, vous allez vers Kabalo, Nyunzu, il y a de la production qui ne peut pas atteindre Lubumbashi, malheureusement. Faute de route. Faute de route, oui. Mais n'allez pas demander à un citoyen de Kasumbalisa de dépendre du manioc, du maïs, de la mangue, de la pomme de terre qui est produite à Nyunzu. Non, lui dépend de la zone la plus proche de lui. Tout à fait. Voilà pourquoi la famine qui frappe un habitant congolais de Kasumbalesa ne peut pas être justifiée par le manque de route.
Voilà pourquoi je dis les routes, oui, c'est un problème, mais pas que. Pas que parce que ces gens-là, eux, ont déjà une route qui les relie. Les gens des Kasumba. Des Kasumba, parce que les premiers frappés, les premières victimes sont les citoyens les plus proches des frontières. Puis nous qui dépendons des mouvements de l'autre côté. Et donc ces gens-là, nos compatriotes, ne peuvent pas être sur la même liste que ceux qui dépendent qui dépendraient des Puerto, etc. et qui souffrent des manques de routes. Par ailleurs, je pense quand même que si on rentre sur les problèmes de départ, les vrais problèmes chez nous par tout ce qui se passe, c'est que généralement les décisions ne prennent pas en compte certaines analyses. Par exemple, la décision de monsieur le ministre Julien aurait pu analyser le rapport entre l'offre et la demande. Voilà. C'est quoi la demande de ceux qui habitent le Grand Katanga et qui dépendent des frontières zambiennes? Et c'est quoi l'offre? Cette offre est à répartir sur deux plans. Le plan A qui est la RDC. C'est quoi l'offre de la RDC face à la demande des Congolais de la RDC? Le plan B, c'est quoi l'offre de la Zambie comparée à l'offre de la RDC? Les deux mises ensemble répondent-elles, ces offres-là, aux besoins à la demande? Avant de prendre la mesure, il fallait se poser beaucoup de questions. Tout à fait. Malheureusement, on ne sait pas, parce qu'ensemble on peut faire l'analyse ici, on verra que l'offre zambienne surplombe l'offre congolaise par rapport aux besoins locaux. Tout à fait. Par conséquent, si c'est la RDC qui prend la décision d'interdire certaines importations ou exportations, cette RDC se tire une balle dans le pied. Parce que le lendemain, vous l'avez remarqué, on s'est comporté comme des bébés devant la Zambie pour essayer de négocier à nouveau la rouverture. Pourquoi? Parce que nos décisions immatures, politiquement, je m'excuse, n'ont pas été bien étudiées. Et malheureusement, on a surpris les petits citoyens qui se retrouvent le matin, qui ne peuvent plus importer ceci ou cela. Merci. Et puis les pauvres messieurs qui dépendent de son vélo, qui doit pousser chaque matin, chaque soir pour vivre, ils se retrouvent le matin incapables de nourrir ses enfants. Merci. Qu'est-ce que Kinshasa a prévu comme alternative? C'est même ça ma question. C'est quoi l'alternative? L'alternative, je pense, c'est produire localement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je pense Ce qui ne sera pas fait aujourd'hui. ce qui ne sera pas fait aujourd'hui. Mais pour ces personnes-là qui dépendent du commerce interfrontalier, je ne crois pas que ce soit un problème. La seule erreur, moi je pense que c'est au niveau où la décision est tombée. Je pense que ça ne sera pas un problème. Je suis en train d'expliquer. Oui. La décision du ministre est tombée. La décision du ministre est tombée précocement. C'est là que j'ai dit, voilà, que je condamne aussi. Mais je n'irai pas pour dire que c'est ridicule, prêter des mots forts. Alors, à quel moment il fallait prendre cette mesure? Voilà, quand on sera sûr, comme M. Fidèle vient de l'expliquer, on s'assure que nous pouvons nous autosuffire avec la production d'ici, sans d'abord pouvoir penser à l'importation, à ce qu'on vendra à l'extérieur. Pensez qu'on pourra nourrir toutes les bouches de la province du Grand Katanga, parce que la décision n'est pas seulement pour Kasumbalesa, mais je crois qu'à l'est du pays aussi, c'est la même chose. Donc on ne va pas se plaindre seulement pour la population qui vit des commerces à Kasumbalesa. Et maintenant ici, pour penser à toutes ces personnes-là, parce que si, bien sûr, le ministre a retiré sa décision, maintenant il va devoir penser à comment produire localement pour que nous puissions concurrencer la production de la Zambie. Là c'est déjà bien. Mais maintenant à ces personnes-là qui travaillent à la frontière RDC-Zambie, progressivement, si l'industrie peut répondre sa marche ou ses activités, je pense que toutes ces personnes-là pourront se trouver de l'emploi. D'abord localement au niveau de Kasumbalesa ou même partout dans les grands Katanga. Si on arrive à avoir autant de travail, ou on va dire le chantier à abattre, on aura besoin de la main d'œuvre. Et la main d'œuvre viendra de toutes ces personnes-là qui travaillent à la frontière. Quand on se suffit nous-mêmes, je crois qu'il y aura de l'emploi pour tous. Et quand on ferme les frontières, il n'y aura plus de plaintes. Merci beaucoup. Avant qu'on parle du sujet du jour, Arsène, est-ce possible un matin qu'on se réveille et qu'on s'autosuffise? Là, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai voulu qu'on... C'est possible, la question. Non, c'est possible. Non, le problème... Les sapins qu'on utilise pour allumer les feux, qu'on appelle bico. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, nous avons vraiment un grand chantier s'il faudra maintenant arriver à ce stade que nous voulons ici, s'autosuffire. C'est vraiment un grand chantier qui ne peut pas commencer aujourd'hui et finir demain. Donc, c'est un travail qui nous prendra beaucoup de temps, mais qui pourra donner un résultat escompté. Mais pour le moment, je pense que la mesure, il fallait aller d'abord
progressivement, petit à petit, jusqu'à arriver peut-être à en découdre définitivement. Mais sinon, moi je pense que la mesure d'abord, elle a été rapidement été prise. Merci beaucoup Arsène. Les sujets du jour, est-ce que le gouvernement congolais a pris des mesures urgentes pour lutter contre la vie chère? La population a assez souffert. Fidèle Burundais, vous pensez que c'est le meilleur moment, ou bien il fallait que le gouvernement se réveille depuis très longtemps, ou il fallait que le gouvernement attende? Ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne gouverne pas avec les bonnes intentions, seulement, sans action. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent sont porteurs de très bonnes intentions. Dans les discours, on les sent depuis les investitures qu'on a vécues avant, jusqu'à la dernière investiture, que des beaux discours, Dieu merci, on a des beaux parleurs, mais des mauvais faiseurs, malheureusement. Et donc, les décisions doivent se prendre en considérant en amont les possibilités de la mise en œuvre de ces décisions-là, et en étudiant en aval les retombées possibles, les conséquences possibles, mais de la plus positive des manières. Oui. Malheureusement, souvent, c'est des décisions, d'une part, qui sont politiques. Or, quand une décision est politique, généralement, elle plaît... Même quand ça concerne les social de la population, oui. Vraiment, il faut qu'il y ait trop de politique. Non, déjà, il ne faudrait pas. Elle est déjà politique. Il ne faudrait pas, mais souvent, c'est le cas. Politique, d'une part, populiste, d'autre part. Politique parce que certains sont là et ont un agenda. Ouais. Et ce n'est pas notre agenda, nos populations. C'est un agenda politique. D'autres sont là et... Comment vous expliquez par agenda politique? J'explique. Il y a mon confrère Jean-Jacques qui serait membre du parti politique du confrère Arsène. OK? Et qui a un mandat au nom du parti politique de Arsène. La seule façon de mériter de rester là où on l'a placé, c'est de montrer qu'il travaille. Et donc, pour plaire à Arsène qui l'a délégué, pour plaire au parti de Arsène qui l'a délégué, il doit prouver qu'il travaille. Il ne pense plus... Mais vous ne pensez pas que cette fois-ci c'est trop sérieux parce que le chef de l'État s'est impliqué lui-même? Tant mieux qu'il s'implique finalement, mais en réalité, est-ce trop tôt? Combien de décisions nous ont mis mal à l'aise et on n'a pas vu cette intervention-là? Mais après, si... Et la preuve déjà, Fidèle, on a vu les gouverneurs du Haut-Katanga supprimer ou suspendre toutes les barrières. Encore une fois, du populisme. Puisqu'il a voulu soulager les revendications des populations qui étaient là devant lui, parce qu'il estime que moins de charges sur ces gens-là qui font les mouvements de commerce impliquerait aussi moins de poids sur les consommateurs finaux, parce que normalement ces taxes influent sur le prix final, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'on vient de rouvrir les frontières, est-ce qu'on va restaurer ces taxes ou pas? Voilà pourquoi je parle de populisme. Alors, les décisions prises précipitamment souvent sont difficiles à gérer par la suite. C'est le cas de Julien Paluku qui maintenant rentre la queue entre les jambes parce qu'on l'a humilié. Il n'a pas pris le temps de... C'est pas une mauvaise décision qu'il a prise, mais elle n'était pas mûre. C'est ça. Elle n'a pas été prise au bon moment. Par rapport à la vie chère, par rapport aux mesures prises urgemment par le gouvernement pour lutter contre la vie chère, comment vous trouvez ces mesures? Encore une fois, c'est quoi l'impact? Et quand on le ressentira, cet impact-là? Mais vous ne pensez pas qu'il faut du temps? Effectivement, c'est là que je voulais en venir. Je pense que oui, pour évaluer les retombées de tout cela, il faut du temps. Oui, beaucoup de temps. Mais vous savez, tant qu'on va avoir les mains tendues vers l'extérieur, la vie ne sera pas légère pour les Congolais. S'il vous plaît. Vous savez, le Zambien est aujourd'hui à mesure de nous vendre sa tomate à 10 000 francs la pièce. Et le Congolais l'achèterait pour la vendre à 20 000 francs le Bumbashi et on va l'acheter. La preuve, il y a quelques années, un sac de farine coûtait moins de 20 000 francs. Ok, on vivait. Elle est passée à 20-25, on s'est plaigné mais on a acheté. Elle est arrivée à 50, on s'est plaint mais on a acheté. Aujourd'hui, elle n'est pas en deçà de 40 000 francs. Mais on achète. C'est au-delà des 50 000. Mais on achète, n'est-ce pas? On n'a pas arrêté de vivre. Parce que le seul choix que nous avons, c'est de subir. Aujourd'hui, nous avons besoin de décisions qui, non seulement vont considérer qu'on a besoin d'une vie moins chère, mais qui réellement nous offrent une vie moins chère. Merci. Pas qu'une décision, pas qu'une bonne intention, mais des vraies actions, des actions concrètes. Merci Fidèle. Jean-Jacques, le gouvernement s'est réveillé enfin pour lutter contre la cherté de la vie. Est-ce que vous pensez que il le fallait ou bien il fallait penser à ça il y a très longtemps? Moi, je pense que c'était une décision qu'on attendait parce qu'il était urgent. Comment est-ce possible dans un pays, on surtaxe la production locale? J'ai appris dans la mesure contre la vie chère d'annuler certaines taxes pour la production de maïs, farine de maïs, l'achat de maïs. On sent la détermination du gouvernement. Voilà. Là, c'est pour faciliter les commerçants, pour faciliter ceux qui produisent la farine.
une bonne mesure. Aussi, on diminue certains taxes pour certains produits, c'est-à-dire on ne va pas commencer à payer comme on payait auparavant. Voilà le mesure d'accompagnement qu'il fallait depuis les années antérieures pour permettre aux opérateurs économiques... Est-ce possible et facile? Oui, c'est possible s'il y a les mesures d'accompagnement, puisqu'on doit accompagner ces opérateurs économiques pour qu'ils puissent bien... Comment les mettre en application? C'est ça le problème chez nous. Il y a les mesures qu'on prenne à la hâte, parce qu'on veut plaire à quelqu'un, mais demain, comment assurer le suivi? C'est ça le problème de notre pays. Non seulement le suivi, mais aussi ça impacte sur l'économie de la nation. Parce que quand vous supprimez certaines taxes, vous êtes incapable à un certain niveau d'assumer certaines tâches au niveau national et parce vous vous retrouvez dans la difficulté. Une réduction. Voilà. Et quand, par rapport aux demandes de la population, il y a la population qui vous demande des réhabilités de routes, par exemple, il y a le courant, il y a autant de choses à faire avec l'argent qui entre dans les trésors publics. Quand il y a réduction, parce que vous avez pris une décision à la hâte, après vous vous retrouvez face à votre propre décision et vous êtes obligé de ne pas tenir promesse. On se tire dans le pied. Il y a le budget connexe. C'est pourquoi il y a le budget connexe. Le budget connexe, c'est pour subvenir lorsqu'il y a des missions En fait, ce sont les imprévus. Contre les imprévus. Moi, je crois que la décision a été bien prise pour permettre aux Congolais de se subvenir. Mais aussi, pas seulement lutter contre la vie chère, mais comment? Avec quel salaire? Parce que quelqu'un qui touche un salaire exigu, trop exigu, ne peut pas faire face aujourd'hui à la hausse du prix sur le marché des produits et des biens de vivre. Il y a aussi avec quelle production étatique. Parce que là aussi, l'État doit se mettre en tête qu'il doit avoir ses propres industries. Parce que lorsque vous allez... Oui, c'est que c'est qui pas évident aujourd'hui. Donc là, le ministre de l'Agriculture doit être en botte. Dès maintenant là, il doit être en botte, il doit être en jean, il doit être en polo. Par rapport à l'agriculture, qu'est-ce qui bloque les Congolais des C'est pourquoi je dis le ministre de l'Agriculture nationale, il doit être en botte. Même celui provincial, ils doivent être en botte, en jean et en polo, descendre dans le ferme pour voir combien a ton produit cette année et prévoir, avoir des prévisions pour les années antérieures. Pour quelle population? Par exemple, nous sommes dans le Katanga. Par exemple, nous sommes à 8 millions. Là, c'est les propositions que vous faites au gouvernement. Chaque population, chaque Congolais, chaque Okatangais mange combien de tonnes par an. Et là, on doit maintenant faire des prévisions pour permettre aux agriculteurs de produire pour que nous puissions manger à notre faim. Et aussi avec les taux d'échange. Parce qu'on doit aussi parvenir à réguler les taux d'échange de la monnaie locale face au dollar américain. Cela permettrait aux Congolais d'être à l'aise, d'acheter librement, avec facilité et de ne pas avoir un casse-tête lorsqu'ils sont sous le marché des biens. Je crois que tout ce que Jean-Jacques a dit se résume tout simplement dans une production locale. Parce que quand on prend d'abord le taux d'échange, c'est du fait que nous sommes en train d'acheter qu'à l'extérieur et notre monnaie n'a plus presque des valeurs. Et là, on se retrouve buté face à ce problème. Mais sur l'agriculture, je pense que c'est un problème d'une prévoyance au niveau provincial tant qu'au niveau national. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de stratégie mise en place, une bonne stratégie plutôt. Récemment, nous avons vu les dirigeants donner des engrais chimiques aux personnes lambda. La personne s'en va avec, vous ne savez pas comment est-ce que cette personne va utiliser. Vous avez parlé des stratégies. C'est quoi la bonne stratégie? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, vous donnez des engrais aux gens qui vont avec et après, ils ne vous rapportent pratiquement pas les niveaux, les montants convenus. Moi, je pense qu'il faudrait changer à cette stratégie de faire. Vous avez des engrais, construisez des villages agricoles, on les appelle déjà comme ça, mais avec une autre... Ça existait, mais ça existait, juste le nom qui a existé, mais le rendu... Exactement, il y en a. Le nom, c'est ce que j'ai dit, le nom a existé, mais ça rapportait quoi au gouvernement provincial? Ça a profité plutôt aux individus qui sont partis vendre ce qu'on les a donné, parce que ça a été donné gratuitement, on va les dire, mais après, le gouvernement, qu'est-ce il en a profité? Quelle est la farine
sur les marchés aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, produites par ces villages agricoles, ou même le maïs. En tout cas, on va... La farine sur les non marchés, mais c'était temporaire. Aujourd'hui, j'ai dit bien aujourd'hui, sur les marchés, exactement. Où est la farine produite par ou même l'impact, parce qu'aujourd'hui on parle de plus de 50 000 francs pour acheter un sac de farine. Quel est l'impact de ces villages agricoles-là? Vous voyez, donc la stratégie n'a pas été bonne. Je crois qu'il faudrait revigorer les mesures de suivi ou même engager des gens. Il y a des gens qui travaillent à la frontière RDC-Zambie, on a dit, c'est parce que simplement ils n'ont qu'à ça, comme voilà, source de revenus. Mais si vous créez des villages agricoles, des vrais villages avec une bonne stratégie, c'est quoi que vous appelez les vrais villages agricoles? Vous créez ce village agricole, mais avec des personnes, des vrais ouvriers bien enregistrés, matriculés, qui travaillent, et à la fin du mois ils reçoivent quelque chose, et tout ce qu'ils produisent rentre dans les comptes du gouvernement, et non donner gratuitement les engrais aux gens qui s'en vont avec, et après il n'y a pas de rendement. Et après, c'est sur le plan infrastructurel. Si les gouvernements s'assument sur l'infrastructure, parce qu'aujourd'hui c'est en tout cas le moteur qui ne marche pas pratiquement dans plusieurs domaines, pas seulement dans les domaines économiques et même agroalimentaires, mais aussi dans plusieurs domaines. On va parler aussi de la politique. On ne sait pas, en tout cas, relier toute la République démocratique du Congo, ce qui nous freine dans les développements que nous souhaitons avoir. Merci beaucoup. Heureusement qu'il est facile de faire, parce que nous voyons les travaux par-ci par-là. Mais c'est à combien de pourcents aujourd'hui? On asphalt. Mieux vaut ça que rien. Non, mais le problème, c'est que nous sommes renfermés. On fait des infrastructures que dans la ville de Lubumbashi, par exemple, dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Goma, dans la ville de... Mais comment est-ce qu'on pense, est-ce qu'il y a un projet qui pense à relier, par exemple, la ville de Goma à la ville, par exemple, de Lubumbashi? Est-ce qu'il y a un projet qui pense à relier la ville de Mbujimaï à celle-ci? Mais où est-ce qu'il en est? Vous dites qu'ils sont en train de le faire. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous voyez, nous sommes en train de tourner dans les mêmes cercles. S'il y a quelque chose qui doit être fait sur le plan infrastructurel, c'est toujours dans des grands centres. On ne pense pas aux centres qui peuvent pousser les développements. Merci beaucoup, c'est votre point de vue, Arsène. Le gouvernement a pris des mesures. Jean-Jacques a parlé des mesures d'accompagnement. Vous pensez que s'il y a des mesures d'accompagnement, les mesures prises par le gouvernement central produiront des bons résultats? Je pense, permettez d'aller d'abord rapidement dans la littérature africaine, et puis j'y reviendrai. Il y a eu un conflit entre Ole Soyinka et Léopold Sédar Senghor. Les problèmes, c'était lesquels? On voulait parler de la négritude. Sédar Senghor qui parlait de la négritude, le père de la négritude. Moi, je suis le père de la négritude. Finalement, Sédar Senghor nous a amené une femme blanche. L'émotion. Et Ole Soyinka dit, un tigre, il ne chante pas sa tigritude. Il saute sur sa proie et la dévore. Il ne nous dit pas qu'il est tigre. Nous-mêmes, on va voir. Et pour revenir, pour revenir aux décisions qui sont prises ici par notre gouvernement. Nous, on n'a pas besoin de ça. Vulgariser ces décisions, non. Prenez les décisions, travaillez-y, montrez-nous, présentez-nous les résultats. Puisque ces décisions, elles ont commencé à être prises depuis les régimes et les régimes. Vous allez vous souvenir ici, quand vous avez parlé des villages agricoles, ça existait ici. Il y a eu des villages agricoles. Les décisions étaient bonnes. On a commencé à subventionner les... C'est parce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, une politique de continuité, que certaines mesures tombent. Non, même pas. Non, parce que c'est la même tête qui... Le problème, ce n'est pas mesure de continuité. Le problème ici, ce sont des décisions politiques. Quand les décisions sont politiques, une fois que celui qui a pris la décision part, il part avec cette décision puisque c'était politique pour impressionner. Ici, les politiques, en tout cas... Même quand il s'agit du social de la population, c'est pour impressionner. Cette décision, c'est pour impressionner. Francine, c'est pour impressionner. Qui, Arsène? Oui, on veut faire voir à la base qu'on travaille.
Alors que c'est pas le cas. On veut faire voir qu'on travaille. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Nous, pour travailler, c'est aller acheter à faible prix. C'est tout ce dont on a besoin. Aller acheter à faible prix. Pas nous présenter tout un chapelet de bonnes intentions. Nous, on n'a pas besoin de ces chapelets. Puisque ces chapelets, quand vous nous les présentez, on regarde comment vous faites maintenant de beaux yeux à votre base. Vous voulez faire voir à votre base que vous travaillez. C'est là que j'ai rejoint Fidèle. Donc ici, le problème, c'est qu'on doit travailler pour la population. Travailler pour la population, chercher des décisions. Travailler pour la population, ça signifie quoi? C'est-à-dire, vous commencez à travailler. Vous êtes administratif. Vous êtes administratif. Il y a des bureaux d'études, il y a des conseillers, voilà, les bureaux d'études, il y a des conseillers, il y a des cabinets. Vous commencez là-bas. Vous commencez là-bas. Après, vous descendez sur terrain. Et nous, on a besoin de constater. Et quand on se pose la question, c'est alors que vous venez maintenant aux médias. Vous nous dites que voilà, si vous avez pu constater qu'il y a baisse des prix, c'est parce que nous avons travaillé d'arrache-pied. Tel ministère et tel ministère, on a été ensemble. On a travaillé en synergie pour pouvoir vous amener à ces résultats. Pas commencer déjà dans les médias avec des intentions. Ça, on n'en a plus besoin. On a vécu ça. On nous a parlé de la fin des récréations. C'est dans ces pays, mais la récréation continue. On nous a parlé. Il y a des discours politiques. Des discours politiques, on en a eu autant. On en a eu autant, mais maintenant, je pense que la population doit se joindre à moi pour dire qu'on n'a plus besoin de ces discours. On a besoin maintenant des faits maintenant palpables. Qu'on passe directement aux résultats. Pas commencer déjà, on commence aujourd'hui les débats sur les décisions. Mais attendons voir si le panier de la ménagère va respirer. C'est alors qu'on reviendrait ici pour maintenant peut-être jeter des fleurs. Merci. Pas maintenant par rapport à la décision. On tend déjà vers la fin de l'émission. Tout à fait. Alors, Fidèle Bourhondé, selon vous, qu'est-ce qui a poussé les chefs de l'État, le gouvernement central, à prendre ces mesures? Qu'est-ce que les chefs de l'État ont écouté pour finalement arriver à prendre ces mesures? Déjà, il faut dire qu'on ne doit pas jeter des pierres sur tout ce que ces gens prennent comme décision. Quand je parle de ces gens, je parle de ceux qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'il a écouté? Qui est-ce qu'il a écouté? Quel cri lui est parvenu cette fois-ci? Je ne saurais le dire parce que je ne suis pas proche de lui ni de son cabinet. Par contre, je pense que il doit avoir pris contact avec ceux qui portent auprès de lui les cris, les larmes, les réclamations et revendications, les attentes des populations que nous sommes. En vrai, ce n'est pas trop tôt. C'est une décision qui aurait pu déjà avoir été prise il y a longtemps. Mais il paraît qu'il n'est jamais tard pour faire les biens. Si la décision peut produire des résultats qui puissent nous faire respirer, enfin soulager la ménagère, le ménager, tant mieux. On a besoin de ça. Maintenant, est-ce que ça sera une décision comme les autres prises déjà avant? Ça veut dire du feu de paille. Ça s'allume, ça brûle, et puis les vents soufflent dessus, ça s'éteint. Et ça sera encore pareil. Parce que malheureusement, on a eu beaucoup de décisions comme ça dans ce pays qui réellement ont donné de l'espoir et après on a oublié. Malheureusement, la population... Parce qu'il n'y a pas eu suivi. D'une part, il n'y a pas suivi, mais je me joins à vous, vous l'avez dit, la continuité non plus, il n'y en a pas. Dans nos institutions, les hommes passent et passent avec tout. Et ceux qui viennent recommencer à zéro. La preuve, c'est que nous avons des routes, par exemple, et des chantiers qui ont été laissés par des gouverneurs dans des provinces. Ceux qui ont succédé à ces prédécesseurs-là ont commencé de nouveaux chantiers au lieu de poursuivre les anciens et ajouter de nouveaux. Et c'est pareil même jusqu'à la présidence. Vous trouvez là des belles choses, des belles initiatives qui n'ont pas été... Idées, des bonnes idées. Malheureusement, mais qui n'ont pas été soutenues ou poursuivies ou carrément parachevées. Et là, c'est une faiblesse pour le pays parce que lorsque nous faisons un pas en avant, nous en faisons 3 en arrière. Ça veut dire que c'est lui qui a été posé comme pas par Arsène. Lorsqu'il fait le succès d'Arsène, il fait autre chose. Mais je voulais finir en disant que notre grosse faiblesse, c'est aussi dans le fait que les investissements publics et privés souffrent. L'État n'investit... C'est ce que je vais expliquer. L'État n'investit pas assez pour dire voici les industries que l'État porte, met en avant pour produire en premier. Parce qu'il ne faudrait pas que les privés produisent plus que l'État. Les privés doivent imiter les modèles publics. Or, le modèle public est quasi inexistant.
Les faiblesses Dans du les côté... transports, c'est un exemple. Ici, dans les transports. Par exemple, nous avons vu par exemple la commune de Lubumbashi commencer avec des bus. Ils sont où? Qui les voit encore? En panne. Merci. Non, parce que le bourgmestre qui a initié est parti. Est-il parti avec les bus ou avec l'idée ou avec la logique? C'est ça le point. Après, nous avons les industries privées. D'une part, ils ne respirent pas tellement de taxes. On vous dit que si aujourd'hui vous avez une bouteille d'eau qui coûte 500 francs, alors qu'elle pouvait coûter 300 francs, c'est parce que les 200 francs doivent alléger les poids subis du point de vue des paiements des taxes. Certaines entreprises, au lieu de surtaxer, disons surfacturer, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont carrément diminué la quantité. Vous avez la même bouteille d'eau qui était hier à 750 ml, qui a été ramenée à 500 ml pour ne pas surfacturer. On a gardé le même prix, mais la quantité a changé. Et on ne se rend pas compte, on a la même bouteille en face, mais on ne fait pas attention aux détails. Ce que je veux dire, c'est que l'État doit d'une part alléger les privés en termes d'investissement, être moins exigeant pour que les investisseurs aussi petits que moi puissent oser et puissent persévérer malgré les poids des taxes. Merci beaucoup, Fidèle. Jean-Jacques, vous pensez que les chefs de l'État ont écouté quelque chose pour arriver à prendre ces mesures urgentes? Oui, le chef de l'État, c'est notre papa. Hein? Parce que le papa doit être tout ouïe, tout oreille, pour écouter le cri de ses enfants. Je crois qu'il a écouté, il a pris la décision, il a poussé le gouvernement à prendre cette décision-là de lutter contre la vie chère. Mais il y a des conditions, il y a un mais là. Pourquoi il y a les mais? Parce que cela doit être pérennisé. Il ne faut pas qu'on prenne une décision aujourd'hui et demain on lâche. Cette décision doit être continuelle, doit être suivie comme pour cela, qu'il y ait les cela a retombées. été le cas dans plusieurs décisions prises dans pour ce qu'il y ait pays. les retombées positives dans le pays de la ménagère. Mais aussi, c'est cela, lorsque les décisions sont pérennisées, c'est cela consolider les acquis. Ça ne doit pas être un terme et concept comme ça, politique, considérant les acquis. On consolide quelque chose de bien, quelque chose de positif. On les consolide et on les pérennise pour permettre aux habitants, aux populations de vivre mieux, de mieux en mieux. Mais aussi l'État doit comprendre, comme le disait mon confrère Zlaris l'a dit si haut, l'État doit avoir ses propres industries, ses propres entreprises, ses propres moyens de lutte contre la vie chère. Parce que lorsque l'État n'a pas de moyens de lutte contre la vie chère, les privés auront une tête haute. Merci beaucoup Jean-Jacques. Arsène, pensez-vous que le chef de l'État a eu raison de prendre ces mesures rapidement? Voilà, il a raison de prendre la mesure parce que c'est de son droit ou de ses prérogatives. Il a en tant que quelque chose, il a écouté des choses. Voilà, il a écouté le cri, justement le cri de la population. Voilà, la population est en train de se plaindre. Mais moi, ce que j'aurais aimé, vous savez, on dit souvent c'est des propositions que vous faites. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. Donc, il devrait commencer par prévoir au lieu de nous improviser avec des décisions comme ça, qui sont déjà des bonnes intentions, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va aboutir. Mais pour finir, j'aurais aimé qu'ils puissent commencer chaque fois, avant de prendre une décision, d'associer même les territoriaux, puisqu'on les oublie souvent. Et pourtant, c'est eux qui vivent avec nous, c'est eux qui voient comment nous souffrons. Voilà, c'est eux qui voient comment nous souffrons. C'est eux qui devraient avoir une idée et qui devraient même les orienter pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Mais sinon, diriger, c'est prévoir. Merci Arsène. Luc, on termine avec vous. Oui, il a passé 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, il a fait pratiquement le tour de la RDC, donc il a récolté plusieurs déshydratats dans plusieurs coins du pays. Prendre ces mesures, ce n'est pas pour la première fois, mais plutôt j'attends du chef de l'État, du gouvernement, passer devant la population, à la RDC, la population de la RDC, donner des plans d'exécution des projets annoncés plus tôt, parce que c'est pour la énième fois qu'on dit qu'on va faire ça, on va faire ceci, nous allons mettre ceci en place pour résoudre tel et tel autre problème. Mais jamais on est passé pour dire, nous avons réfléchi, nous nous sommes réunis, nous pensons que nous allons procéder de telle manière
pour juguler tel problème ou tel autre. Jusqu'ici, il n'y a que d'annonces, mais jamais les résultats ne sont brandis tels qu'on l'a fait récemment. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on parlait des mesures urgentes prises par les gouvernements centraux pour lutter contre la vie chère. Et sur ces plateaux, je recevais Fidèle Bouirondé. C'était un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé et merci pour l'invitation. Merci Jean-Jacques Abamba, merci d'être avec nous. Merci à vous de nous Merci d'avoir participé à l'émission. Merci de la confiance et nous sommes là. Merci et bonsoir beaucoup. à vous tous. Merci Arsène Kapanden, c'était un plaisir. Le plaisir est partagé, Francine. Merci Luc. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci à tous. Merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis. Info Plus revient dans une semaine. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Malaika Télévision.